Vous croyez qu'un secret caché depuis des années pourrait changer votre vie à jamais? En 1934, dans un petit village du sud de la France, Julien Marceau reçut une lettre qui allait bouleverser toute son existence. Une lettre adressée à son frère disparu depuis 7 ans. Lucien. Ce dernier, qui avait quitté la maison familiale en 1927, n'avait plus jamais donné signe de vie, laissant sa mère et son frère dans l'attente d'un retour qui ne viendrait jamais. Mais pourquoi cette lettre maintenant? Et pourquoi disait-elle que Lucien pourrait être vivant? Le mystère s'épaissit quand Julien découvrit, des années plus tard, que tout ce qu'il croyait savoir sur son frère était faussé. Je vais vous raconter toute cette histoire dramatique, pleine de secrets, de mensonges et de révélations. Avant de commencer, si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et dites-nous d'où vous regardez. Chaque commentaire est important pour nous et nous permet de continuer à partager ces récits émouvants. Octobre 1934. Un matin gris dans le sud de la France. Julien Marceau, 41 ans, se tenait devant l'auberge ouvrière de Saint-Martin-de-Lys, les mains encore couvertes de poussière de pierre, quand le facteur s'approcha avec un sourire fatigué et lui tendit une enveloppe jaunâtre. L'homme salua, tourna les talons et disparut au coin de la rue, sans imaginer une seconde que ce geste banal venait de déclencher quelque chose d'irrévocable dans la vie de Julien. Parce que lorsque Julien regarda l'enveloppe, son cœur s'arrêta. Le nom écrit dessus n'était pas le sien, c'était celui d'un mort, ou plutôt celui d'un disparu, dont personne n'avait jamais retrouvé le corps. Son frère. À Monsieur Lucien Marceau, Montbrun-des-Bois, transfert demandé. Lucien, le petit frère qui riait trop fort, celui qui était parti un matin de 1927 chercher fortune dans les mines de charbon de Charleroi, près de la frontière belge, et qui n'avait plus jamais donné de nouvelles. 7 ans de silence. 7 ans pendant lesquels leur mère avait continué à mettre son assiette sur la table chaque dimanche, comme si l'absence n'était qu'un retard prolongé. Un photographe bénévole belge, documentant les conditions de vie des ouvriers migrants depuis la crise de 1929, passa justement à ce moment-là et captura l'instant exact. Julien, immobile, tenant cette lettre comme on tient une bombe, le visage figé entre l'espoir et la terreur. Cette photo allait traverser les décennies, mais personne ne saurait jamais ce qu'elle représentait vraiment. Personne, sauf lui. Julien leva les yeux vers le ciel plombé. Autour de lui, la vie continuait. Des hommes chargeaient des briques sur des charrettes, d'autres fumaient près du puits. Mais lui, il ne bougeait plus. Parce qu'une question venait de s'imposer à son esprit comme une lame froide. Si Lucien était mort, pourquoi quelqu'un lui écrivait-il encore? Et si Lucien était vivant, pourquoi n'avait-il jamais écrit à leur mère? Il entra dans l'auberge, traversa le corridor étroit où flottait une odeur de soupe aux choux et de tabac bon marché, et s'assit sur le bord de son lit de fer. La lettre pesait dans sa main comme si elle contenait des pierres. Il la posa sur la couverture usée et la fixa pendant de longues minutes, incapable de l'ouvrir. Pas encore, parce que tant qu'il ne l'ouvrait pas, Lucien pouvait encore être vivant. Tant qu'il ne lisait pas les mots à l'intérieur, il pouvait encore croire que son frère riait quelque part, dans un port lointain, dans une ville qu'il ne connaissait pas. Mais une fois la lettre ouverte, il n'y aurait plus de retour en arrière. Gianni, un Italien du Nord qui partageait la chambre avec 3 autres hommes, entra en sifflotant. Il vit Julien assis, immobile, et son sourire s'effaça. « La famille va bien ?» demanda-t-il doucement. Julien ne leva pas les yeux. Une lettre est arrivée. Gianni attendit que Julien développe, mais rien ne vint. Il connaissait assez Julien pour savoir qu'il ne fallait pas insister. Julien Marceau était un homme de silence, un homme qui portait ses douleurs comme on porte un sac sur le dos, sans se plaindre, sans même regarder dedans. Il avait quitté Montbrun-des-Bois 6 ans plus tôt, en 1928, fuyant une misère qui rongeait sa petite commune montagnarde comme une maladie lente. Là-bas, le travail se faisait rare, les jeunes partaient, les vieux mouraient, et entre les deux, il y avait ceux qui restèrent par devoir, comme Julien qui s'occupait de sa mère seule depuis le départ de Lucien. Mais un jour, même le devoir n'avait plus suffi.
La fin ne respecte pas les promesses. Alors Julien était parti vers le sud, vers les chantiers de reconstruction ferroviaire, vers cette vie d'auberge ouvrière, où les hommes s'entassaient dans des chambres qui sentaient la sueur et l'espoir brisé. Il envoyait de l'argent chaque mois à sa mère. Peu mais régulièrement. C'était tout ce qu'il pouvait offrir. Et maintenant, cette lettre. Le soir tomba. Julien n'avait pas bougé. Autour de lui, les autres ouvriers rentraient, se lavaient les mains dans la bassine commune, racontaient leur journée en plusieurs langues mélangées. Français du Nord, catalan, italien, breton. Mais Julien restait silencieux. La lettre posée devant lui comme un reproche. Finalement, vers 10 heures du soir, sous la lumière tremblante de la lampe à pétrole, il l'ouvrit. Les doigts tremblaient légèrement. L'enveloppe céda avec un bruit sec. À l'intérieur, une seule feuille de papier pliée en deux. L'écriture était ronde, féminine, appliquée. « Lucien, on nous a dit que tu pourrais être vivant. Si c'est vrai, reviens. Ta mère est très faible. Mireille Artois. » Julien relut les mots 3 fois, 4 fois, 10 fois. Chaque lecture ouvrait une nouvelle blessure. Mireille. La fille du voisinage. Celle qui portait des tresses blondes et qui riait en courant près du ruisseau. Celle qui avait grandi avec eux, mais qui avait toujours été plus proche de Lucien que de lui. Il y avait même eu des rumeurs, autrefois, que les deux avaient prévu de partir ensemble. Mais Lucien était parti seul. Et Mireille était restée. On nous a dit que tu pourrais être vivant. Qui avait dit cela? Et pourquoi maintenant, après 7 ans de silence, pourquoi écrire à un mort, ou à un disparu qui ne répondrait jamais? Julien ferma les yeux. Dans sa tête, des images remontaient. Lucien, 15 ans, grimpant aux arbres pour voler des pommes. Lucien, 17 ans, se battant contre le fils du maire pour défendre une fille qu'il aimait bien. Lucien, 20 ans, claquant la porte en disant qu'il en avait assez de cette vie de misère et qu'il reviendrait riche ou ne reviendrait pas du tout. Il n'était jamais revenu, et leur mère avait continué à l'attendre. Pas avec des mots, avec des gestes. L'assiette, la chaise, le silence qui devenait prière. Julien plia la lettre, la glissa dans la poche intérieure de sa veste et souffla la lampe. Dans le noir, il entendit Gianni ronfler doucement. Dehors, le vent faisait gémir les volets mal fixés. Il ne dormirait pas cette nuit, parce qu'il venait de comprendre quelque chose de terrible. Cette lettre n'était pas une nouvelle, c'était une responsabilité, et il n'avait personne à qui la transférer. Les jours suivants, Julien travailla comme un forcené. Il arrivait le premier sur le chantier, partait le dernier, acceptait les tâches les plus dures. Ses collègues le regardaient avec inquiétude. Gianni essaya de lui parler, mais Julien répondait par monosyllabes. Il économisait. Chaque sou qu'il gagnait, il le mettait de côté. Parce qu'il avait pris une décision. Il allait retourner à Montbrun-des-Bois. Cet argent, il l'avait mis de côté pour réparer le toit de la maison familiale. Les tuiles tombaient chaque hiver. Sa mère lui avait écrit 3 mois plus tôt pour dire que la pluie entrait désormais dans la cuisine. Mais le toit pouvait attendre. Il y avait quelque chose de plus urgent maintenant. Une vérité à affronter. Le dimanche suivant, avant l'aube, Julien prit le premier car qui montait vers le nord. Les routes étaient mauvaises, défoncées par les pluies d'automne. Le car brinque-ballait sur les chemins de terre, traversait des villages encore endormis, des forêts où la brume s'accrochait aux branches comme des fantômes. Julien regardait par la fenêtre mais il ne voyait rien. Dans sa tête, il préparait ce qu'il allait dire. « Bonjour maman, j'ai reçu une lettre. » « Non, trop sec. »« Maman, il faut qu'on parle de Lucien. » »« Non, trop direct. » Finalement, il décida qu'il improviserait. Mais l'angoisse lui tordait l'estomac, parce qu'il savait ce qu'il allait trouver là-bas. Une mère qui vieillissait trop vite, une maison qui tombait en ruine, et des questions sans réponse. Il arriva à Montbrun-des-Bois en fin de matinée. Le village semblait encore plus petit qu'avant. Comme si chaque année qui passait rétrécissait les maisons, les rues, les vies. Les archives communales de l'époque confirment que Montbrun-des-Bois comptait à peine 350 habitants en 1934, contre près de 600 en 1914, avant la guerre qui avait emporté toute une génération.
Julien descendit du car et marcha lentement vers le centre. Quelques têtes se tournèrent. On le reconnaissait, mais personne ne s'approcha. Dans ces villages, on respectait le silence des revenants. Il passa devant l'église, devant le lavoir où les femmes bavardaient autrefois, devant la boulangerie fermée depuis 2 ans. Tout semblait figé dans un passé qui refusait de mourir. Et puis il la vit. Mireille. Elle sortait de chez elle avec un panier vide, probablement pour aller chercher du bois. Elle avait changé. Plus de tresses blondes, les cheveux attachés en chignon serré, le visage marqué par des années difficiles. Mais quand elle croisa son regard, elle sursauta. Elle laissa tomber le panier. Julien. Ce n'était pas une question. C'était une constatation teintée de culpabilité. Il s'approcha lentement. « J'ai reçu ta lettre. » Mireille baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. « Je ne savais pas qu'elle arriverait à toi. Je l'avais envoyée à Lucien. »« Lucien est mort, Mireille. » Elle releva la tête brusquement. « Non, on ne sait pas. Personne ne sait. » Julien sentit une colère froide monter en lui. 7 ans sans nouvelles. 7 ans, Mireille. C'est une mort. Peut-être pas officielle, mais c'est une mort. Peut-être. Elle reprit son panier, mais ses gestes étaient nerveux. Ou peut-être qu'il est vivant quelque part et qu'il a simplement oublié. Julien la regarda longuement. Dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué enfant. De l'espoir. Un espoir désespéré, accroché à un fil si ténu qu'il pouvait se rompre à chaque instant. Et il comprit. « Tu l'aimes encore ?» Mireille ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Julien soupira. « Où est ma mère ?»« Chez elle. Elle ne sort presque plus. » Mireille hésita. « Elle est très faible, Julien. Vraiment très faible. » Il hocha la tête et se dirigea vers la maison familiale. C'était une petite bâtisse en pierre, à l'écart du village, entourée d'un jardin autrefois soigné, désormais envahi par les ronces. Les tuiles manquantes sur le toit créaient des trous béants. Les volets pendèrent de travers. Tout semblait abandonné, comme si la vie s'était retirée peu à peu. Il poussa la porte. Elle n'était pas fermée à clé. Dans ces villages, on ne fermait jamais rien. Il n'y avait rien à voler de toute façon. L'odeur le frappa immédiatement. Humidité, bois pourri, et cette odeur particulière de la vieillesse quand le corps commence à se décomposer avant même la mort. « Maman ?» Un bruit léger vint de la chambre du fond. Il avança dans le couloir étroit, les lames du plancher craquant sous ses pas. Et il la vit. Elle était allongée dans le lit, si petite qu'elle semblait avoir rétréci. Son visage était creusé, ses mains posées sur la couverture comme 2 branches mortes. Mais quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent. « Lucien ?» Julien sentit son cœur se briser. « Non, maman, c'est Julien. » Le sourire s'effaça. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de réajuster la réalité. « Ah, Julien, oui, tu es venu. » Il s'assit au bord du lit, prit sa main. Elle était froide, presque sans vie. « Comment tu te sens ?»« Bien. » Elle mentait. « Lucien va bientôt revenir. Il me l'a promis. » Julien ferma les yeux. La douleur était insupportable. Parce qu'il savait ce qu'elle faisait. Elle se racontait une histoire pour pouvoir continuer à vivre. Et cette histoire, c'était Lucien, le fils qui reviendrait. Le fils prodigue qui frapperait à la porte un jour et qui réparerait tout. « Maman, il faut qu'on parle de Lucien. » Elle secoua faiblement la tête. « Non, pas besoin. Il va revenir. »« Maman, il va revenir. » Sa voix s'était brisée. Des larmes coulaient sur ses joues creuses. « Il me l'a promis. Mon petit garçon me l'a promis. » Julien ne savait pas quoi dire. Il resta assis là, tenant la main de sa mère, écoutant sa respiration difficile, et se demandant comment on détruit le seul espoir qui maintient encore quelqu'un en vie. Plus tard, quand elle se fut endormie, il sortit de la maison et trouva Mireille qui l'attendait dehors, adossée au muret du jardin. « Je suis désolée, dit-elle simplement. » Julien s'assit à côté d'elle. Le soleil commençait à descendre derrière les montagnes. Des corbeaux tournaient au-dessus des champs abandonnés. « Pourquoi tu as écrit cette lettre, Mireille? Pourquoi maintenant ?» Elle prit une longue inspiration. «
parce qu'il y a 3 semaines, un colporteur est passé au village. Il venait du sud, de Marseille, et il a dit qu'il avait vu un homme qui ressemblait à Lucien. Un homme qui travaillait sur les quais comme débardeur. Il ne savait pas son nom, mais la description correspondait. Cheveux noirs, cicatrice sur le sourcil gauche, grand, fort. Julien se tourna vers elle. « Et tu l'as cru ?» Je voulais le croire. Elle essuya une larme. « Ta mère est mourante, Julien. Je me suis dit que si Lucien était vraiment vivant, il fallait qu'il sache, qu'il ait une chance de revenir avant qu'il soit trop tard. Alors j'ai écrit. J'ai envoyé des lettres partout où je pensais qu'il pourrait être. Marseille, Lyon, Paris, Charleroi. » Julien regarda le ciel. Et si ce n'était pas lui? Si c'était juste un homme qui lui ressemblait? Mireille ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura « Alors j'aurais au moins essayé. » Cette nuit-là, Julien dormit dans son ancienne chambre. Le lit était trop petit, le matelas trop dur, mais ce n'était pas ça qui l'empêchait de dormir. C'étaient les souvenirs. Chaque coin de cette pièce portait la trace de Lucien. Le couteau qu'il avait gravé dans la poutre, les initiales sur le rebord de la fenêtre, le dessin d'un bateau sur le mur, fait au charbon quand il avait 12 ans et rêvait de partir vers l'océan. Lucien avait toujours rêvé de partir. Julien avait toujours rêvé de rester. Et maintenant, l'un était disparu et l'autre était revenu. Au matin, Mireille frappa doucement à la porte. Elle apportait du pain et du lait, le peu qu'elle pouvait offrir. Ils mangèrent en silence dans la cuisine froide, pendant que la mère dormait encore. « Elle ne va pas tenir longtemps, » dit finalement Mireille. « Le médecin est passé il y a 15 jours. Il a dit qu'elle avait le cœur fatigué, qu'elle pouvait partir n'importe quand. » Julien regarda le pain dans ses mains. Il n'avait plus faim. Mireille continua. « Elle refuse de voir la réalité. Elle refuse de croire que Lucien ne reviendra pas. Et je me suis dit... » Sa voix se brisa. Je me suis dit que si elle mourait en croyant qu'il était vivant quelque part, peut-être qu'elle partirait en paix. Julien releva les yeux. Ou peut-être qu'elle partirait avec un mensonge. Est-ce qu'un mensonge qui apporte la paix est vraiment un mensonge? C'était une question que Julien s'était déjà posée 1000 fois. Durant les années où il envoyait de l'argent à sa mère, il lui écrivait que tout allait bien, que la vie dans le sud était belle, que les patrons étaient justes, que les auberges étaient propres. Mais rien de tout cela n'était vrai. Il vivait dans des conditions misérables, travaillait 15 heures par jour pour un salaire de misère, dormait dans des chambres surpeuplées, où la maladie se propageait comme le feu. Mais il mentait, parce que certains mensonges sont des actes d'amour. « Je ne sais pas », admit-il finalement. Mireille se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la pluie commençait à tomber, une pluie fine et froide typique de novembre dans ces montagnes. « Il y a autre chose que tu dois savoir. » Julien attendit. « Lucien n'est pas parti seulement pour trouver du travail. » Elle hésita, puis continua. « Il y a eu un problème. Avec le fils du maire, une bagarre. Le garçon est tombé et s'est cogné la tête. Il a survécu, mais il a fallu plusieurs jours avant qu'il se réveille. Le maire voulait porter plainte. Lucien a paniqué et il est parti. » Julien sentit son sang se glacer. « Tu veux dire qu'il a fui? Il avait peur d'aller en prison. Il avait 20 ans, Julien. Il était jeune, impulsif. » Mireille se tourna vers lui. « Et cette bagarre, c'était pour moi. Le fils du maire m'avait insulté. Lucien l'a défendu. Maintenant tout prenait sens. Le départ précipité, l'absence de lettres, la peur de revenir. Lucien n'avait pas simplement cherché fortune. Il s'était enfui d'une accusation qui aurait pu détruire sa vie. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que ta mère ne le sait pas. Elle croit qu'il est parti chercher du travail. Et je voulais qu'elle garde cette version. » Mireille s'essuya les yeux. « Mais maintenant, je me demande si c'est pour ça qu'il n'est jamais revenu. Même si le fils du maire a survécu, même si les années ont passé. Peut-être qu'il a eu trop peur, ou trop honte. » Julien se leva et fit les 100 pas dans la cuisine. Son esprit bouillonnait. 7 ans. 7 ans que Lucien était quelque part, peut-être vivant, peut-être mort, mais dans tous les cas, portant le poids d'une faute qu'il n'avait peut-être pas commise. Le fils du maire,
Il est toujours au village. Oui, il s'est marié l'année dernière. Il a repris la ferme familiale. Julien réfléchit. Les archives judiciaires de cette époque montrent que de nombreuses affaires étaient classées sans suite après quelques années, surtout dans les petites communes, où la justice était plus une affaire de négociation que de loi stricte. Si le fils du maire avait survécu et que personne n'avait insisté pour porter plainte, il était possible que l'affaire soit oubliée. « Je vais lui parler », décida Julien. Mireille le retint par le bras. « Non, ça ne sert à rien. Même si l'affaire est oubliée, Lucien ne le sait pas. Il ne reviendra pas. Alors je vais le chercher. » Elle le regarda comme s'il était devenu fou. « Le chercher? Où? À Marseille? Tu crois vraiment que tu vas trouver un homme parmi des milliers de débardeurs? Et même si tu le trouves, qu'est-ce qui te dit que c'est lui? » Julien n'avait pas de réponse, mais il avait quelque chose de plus fort qu'une réponse. Il avait une obligation. Je ne peux pas laisser ma mère mourir en croyant qu'il va revenir. Mais c'est exactement ce qu'elle veut. Mourir en y croyant. Julien secoua la tête. Non, elle veut mourir en le voyant. C'est différent. Le silence tomba entre eux. Dehors, la pluie redoublait d'intensité. Le toit fuyait dans 3 endroits différents. Des gouttes tombaient dans des seaux posés ici et là, créant une mélodie monotone et triste. Finalement, Mireille dit doucement « Et si tu ne le trouves pas ?» Julien regarda vers la chambre où sa mère dormait. « Alors je reviendrai et je lui mentirai. Je lui dirai que Lucien m'a envoyé un message, qu'il va bien, qu'il pense à elle, qu'il l'aime. » Mireille essuya ses larmes. « Tu ferais ça? » Oui. Il n'hésita pas. Parce que certains mensonges sont plus vrais que la vérité. 2 jours plus tard, Julien prit le train pour Marseille. Il avait utilisé tout l'argent qu'il avait économisé. Le toit ne serait pas réparé cette année, mais peut-être qu'il pourrait réparer quelque chose de plus important. Une famille, une mémoire, un fantôme. Le train traversait des paysages qu'il n'avait jamais vus. Des vignes, des oliviers, la mer au loin. Mais Julien ne regardait rien. Dans sa poche, il serrait une photo. Une vieille photo de Lucien à 17 ans, souriant, plein de vie. C'était tout ce qu'il avait pour le reconnaître. Si Lucien était encore vivant, est-ce qu'il ressemblerait encore à ça? Ou est-ce que 7 ans de travail dur, de vie dans les ports, de fuite, l'auraient transformé en quelqu'un d'autre? Julien ne savait pas. Mais il allait chercher, parce que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Quand le train arriva à Marseille, le soleil se couchait. La ville était immense, bruyante, sale. Des milliers de personnes se croisaient, sans se regarder. Des dockers chargèrent des navires. Des marins criaient dans des langues que Julien ne comprenait pas. L'odeur de poisson, de sel et de sueur imprégnait l'air. Et quelque part dans ce chaos, peut-être, se cachait son frère. Julien passa 3 jours à Marseille. 3 jours à marcher le long des quais, à interroger les dockers, à montrer la photo de Lucien. 3 jours de visages qui se ressemblaient tous, d'hommes au dos courbé par le travail, aux mains calleuses, aux regards fatigués. Des centaines d'hommes qui auraient pu être Lucien, ou personne. Le 4e jour, alors qu'il s'apprêtait à abandonner, un vieux débardeur espagnol regarda la photo longuement et hocha la tête. « Je connais ce visage, mais ce n'est pas ici qu'il travaille. » Julien sentit son cœur bondir. « Où alors ?» L'homme cracha par terre. « Il y a 6 mois, peut-être plus, j'ai vu un gars qui lui ressemblait. Il chargeait des marchandises pour un cargo qui partait vers l'Algérie. Il cherchait du travail stable. Quelqu'un lui a dit qu'en Afrique du Nord, on payait mieux. » L'Algérie? Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'Algérie. Un autre continent. Un autre monde. Ouais. Mais je ne sais pas s'il y est allé. Peut-être qu'il a changé d'avis. Peut-être qu'il est parti ailleurs. L'homme rendit la photo. Désolé, c'est tout ce que je sais. Julien resta planté là, au milieu du port, regardant les bateaux partir et revenir, emportant des vies, des espoirs, des mensonges. Et il comprit. Il ne retrouverait jamais Lucien. Pas parce que Lucien était mort, mais parce que Lucien avait choisi de disparaître, de devenir quelqu'un d'autre.
De fuir non seulement une accusation, mais une vie entière. Peut-être qu'il avait honte. Peut-être qu'il avait peur. Ou peut-être qu'il voulait simplement recommencer ailleurs, sans le poids du passé. Julien retourna à la gare. Il n'avait presque plus d'argent, juste assez pour rentrer. Il prit le premier train qui montait vers le nord, vers Saint-Martin-de-Lys, vers l'auberge ouvrière, vers sa vie de silence et de pierre. Mais il ne retourna pas directement à l'auberge. Il s'arrêta d'abord à Montbrun-des-Bois. Quand il arriva, le soir tombait. Les rues étaient désertes. Seule la lumière faible d'une lampe brillait dans la maison de Mireille. Il frappa à la porte. Elle ouvrit, surprise. « Julien, tu es revenu. Tu l'as trouvé ?» Il secoua la tête. « Non. Mais j'ai trouvé une piste. Il est peut-être parti en Algérie. » Mireille porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, ça veut dire qu'il est vivant, quelque part. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Mireille demanda doucement. « Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère ?» Julien prit une longue inspiration. « La vérité, que je n'ai pas trouvé Lucien, mais que j'ai appris qu'il était vivant il y a 6 mois, qu'il allait bien, qu'il pensait à elle. Elle va te demander pourquoi il n'est pas revenu. Je dirais qu'il cherche encore le bon moment, qu'il veut revenir avec quelque chose à offrir. De l'argent, une vie meilleure. » Julien s'essuya les yeux. « C'est un mensonge, mais c'est un mensonge qu'elle pourra emporter avec elle. » Mireille hocha lentement la tête. « Tu es un bon fils, Julien, meilleur que moi. »« Non, je suis juste fatigué de voir les gens que j'aime souffrir. » Ils marchèrent ensemble vers la maison familiale. La pluie avait cessé, mais le vent était froid. Des feuilles mortes tourbillonnaient sur le chemin. Quand ils arrivèrent, Mireille s'arrêta. « Je vais te laisser, c'est quelque chose que tu dois faire seul. » Julien acquiesça et entra. Sa mère était éveillée, assise dans son lit, enveloppée dans une couverture usée. Elle leva les yeux quand il entra et un sourire faible éclaira son visage. « Tu es revenu. »« Oui, maman. »« Tu as trouvé Lucien ?» Julien s'assit au bord du lit et prit ses mains frêles dans les siennes. « Non, mais j'ai trouvé des gens qui l'ont vu. Il va bien. Il travaille sur les bateaux. Il pense à toi. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. « Il va revenir. » Julien sentit sa gorge se serrer. « Oui, bientôt. Il cherche juste le bon moment. » Elle sourit, un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. « Je savais qu'il n'était pas mort. Je le savais. » Julien resta assis là, tenant les mains de sa mère, écoutant sa respiration devenir plus calme, plus paisible. Et il se rendit compte qu'il venait de faire la chose la plus difficile de sa vie. Mentir à quelqu'un qu'il aimait pour lui offrir la paix. 3 jours plus tard, il retourna à Saint-Martin-de-Lys. La vie reprit son cours. Le travail, la fatigue, les nuits dans l'auberge. Mais quelque chose avait changé en lui. Il était moins silencieux. Il parlait aux autres ouvriers, il riait parfois. Comme si le mensonge qu'il avait raconté à sa mère l'avait libéré d'un poids qu'il portait depuis des années. C'est le matin où le facteur lui remit la lettre que tout s'effondra. C'était un matin d'octobre 1934, exactement 3 semaines après son retour de Marseille. Le même facteur, le même sourire fatigué, mais cette fois, la lettre était pour lui, pour Julien Marceau, de Montbrun-des-Bois. Il reconnut l'écriture de Mireille. Ses mains tremblèrent quand il ouvrit l'enveloppe. « Julien, ta mère est partie ce matin. Elle est morte en souriant. Les derniers mots qu'elle a prononcés étaient pour Lucien. Elle a dit qu'elle était fière de lui, qu'elle l'aimait, qu'elle savait qu'il reviendrait un jour. Elle est partie en paix. C'est grâce à toi. Merci. Mireille. » Julien s'effondra sur le banc près de la porte de l'auberge. Les larmes coulèrent, sans retenue. Gianni, qui passait par là, vit la scène et comprit immédiatement. Il s'assit à côté de lui, ne dit rien, posa simplement une main sur son épaule. Et c'est à ce moment précis que le photographe belge passa, le même qui avait déjà capturé Julien tenant la première lettre, celle adressée à Lucien. Il vit cet homme effondré, tenant une lettre, pleurant en silence, et quelque chose dans cette image le toucha profondément. Il leva son appareil et prit la photo. Cette photo qui capturerait non pas un moment de joie, mais un moment de vérité. Un homme qui venait de perdre sa mère. Un homme qui avait menti pour lui offrir la paix.
Un homme qui portait le poids d'un frère disparu et d'un amour silencieux. Mais personne, en regardant cette photo des décennies plus tard, ne saurait rien de tout cela. Il verrait juste un homme avec une lettre. Un homme qui semblait porter le poids du monde. Julien resta assis là longtemps, même après que le photographe soit parti, même après que Gianni soit retourné travailler. Il resta là, tenant la lettre, pensant à sa mère, à Lucien, à tous ces mensonges qu'on raconte par amour. Finalement, il se leva, essuya ses larmes, et rentra dans l'auberge. La vie devait continuer. Même quand le cœur est brisé, surtout quand le cœur est brisé. Ce soir-là, il écrivit une longue lettre à Mireille. Il la remercia pour tout ce qu'elle avait fait. Il lui dit qu'il reviendrait bientôt pour les funérailles. Il lui demanda de garder la maison en bon état, au cas où Lucien reviendrait un jour, même s'il savait que ça n'arriverait jamais. Et puis il ajouta quelque chose qu'il n'avait jamais osé écrire avant. « Si tu as besoin d'aide, je serai là. Tu n'es pas seul. » Il posta la lettre le lendemain matin et retourna au chantier. Le travail était dur, comme toujours. Mais maintenant, il avait une raison de continuer. Pas seulement pour survivre, mais pour honorer la mémoire de ceux qui étaient partis. Sa mère, Lucien, tous ces fantômes qui hantent les vivants. Les funérailles eurent lieu un dimanche gris, sous une pluie fine qui n'arrêtait pas de tomber. Tout le village était là, non pas par affection particulière, mais parce que dans ces petites communes, on enterrait les morts ensemble, comme on faisait tout ensemble. C'était une manière de se rappeler qu'on était encore vivant. Julien se tenait devant la tombe fraîchement creusée, regardant le cercueil descendre lentement dans la terre froide. Mireille était à côté de lui, tenant son bras. Elle ne pleurait pas. Elle avait déjà versé toutes ses larmes. Le curé prononça quelques mots sur la vie éternelle, sur la rédemption, sur l'espoir. Mais Julien n'écoutait pas. Il pensait à sa mère, à son sourire quand il lui avait menti, à sa paix quand elle était partie. Et il se demandait si le paradis existait vraiment. Et si oui, est-ce que Lucien y était aussi, attendant de la retrouver? Après la cérémonie, les gens se dispersèrent rapidement. La pluie devenait plus forte. Seuls Julien et Mireille restèrent près de la tombe. « Elle est partie heureuse », dit finalement Mireille. « C'est tout ce qui compte. » Julien hocha la tête. « Oui. »« Et maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Retourner au travail. C'est tout ce que je sais faire. » Mireille le regarda longuement. « Et la maison ? » ?»« Je la garde, pour Lucien, au cas où. » Elle sourit tristement. « Tu sais qu'il ne reviendra jamais. »« Oui, mais ma mère est morte en y croyant. Alors je vais y croire aussi. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au village. La pluie avait transformé les chemins en boue. Leurs chaussures s'enfonçaient à chaque pas. Quand ils arrivèrent devant la maison de Mireille, elle hésita. « Tu veux entrer ? J'ai fait du ragoût. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. » Julien accepta. À l'intérieur, un petit garçon de 4 ans jouait avec des cubes en bois près de la cheminée. Il leva les yeux quand Julien entra et se cacha timidement derrière les jupes de Mireille. « C'est qui ?» demanda le garçon. « C'est Julien, un vieil ami. » Julien s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Bonjour, comment tu t'appelles ?»« Henri. »« C'est un beau nom. » L'enfant sourit timidement puis retourna jouer avec ses cubes. Julien se redressa et regarda Mireille. Elle baissa les yeux. Son père est mort il y a 2 ans. Accident de travail dans les carrières. Je suis désolé. C'est la vie. Elle servit le ragoût dans 2 bols ébréchés. Beaucoup de veuves dans ce village. Beaucoup d'orphelins aussi. La guerre nous a pris les hommes jeunes. Les accidents nous prennent ceux qui restent. Ils mangèrent en silence. Le ragoût était simple, à base de légumes du jardin et d'un peu de viande. Mais c'était bon, chaleureux, réconfortant. Après le repas, Julien aida Mireille à laver la vaisselle. Le petit Henri s'était endormi près du feu. Dehors, la nuit tombait. « Tu peux rester cette nuit si tu veux », proposa Mireille. « Il y a une chambre libre à l'étage. » Julien hésita, puis accepta. Le dernier car pour le sud était déjà parti de toute façon.
Cette nuit-là, allongé dans le lit étroit de la chambre d'amis, il réfléchit à sa vie. 41 ans, pas de femme, pas d'enfant. Juste le travail et les souvenirs. Est-ce que c'était vraiment tout ce qu'il allait laisser derrière lui? Le lendemain matin, avant de partir, il parla à Mireille. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi. Je ne suis pas riche, mais je peux aider. » Elle sourit. « Merci, Julien. Tu es quelqu'un de bien. » « Non, je suis juste quelqu'un qui essaie de faire ce qui est juste. » Il partit et retourna à Saint-Martin-de-Lys. Les mois passèrent. L'automne devint hiver, puis printemps. Julien continua à travailler sur les chantiers, à économiser son argent, à vivre sa vie silencieuse. Mais quelque chose avait changé. Il recevait des lettres de Mireille. Pas souvent, mais régulièrement. Elle lui racontait la vie au village, les récoltes, les mariages, les morts. Et toujours, à la fin, une phrase pour le petit Henri. Comment il grandissait, comment il apprenait à lire, comment il aimait les histoires. Julien répondait. Il envoyait un peu d'argent quand il le pouvait. Pas grand-chose, mais de quoi acheter des chaussures neuves pour l'enfant, ou un livre, ou du sucre pour faire des gâteaux. Et lentement, sans qu'il s'en rende compte, une nouvelle famille se construisait. Pas celle qu'il avait imaginée, pas celle qu'il avait rêvée, mais une famille quand même. 2 ans plus tard, en 1936, Julien retourna à Montbrun-des-Bois. Cette fois, ce n'était pas pour un enterrement. C'était pour aider Mireille à réparer le toit de sa maison avant l'hiver. Il resta 3 semaines. Le petit Henri, maintenant âgé de 6 ans, le suivait partout, lui posant 1000 questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les oiseaux volent? Pourquoi les pierres sont dures? Julien répondait patiemment, comme son père l'avait fait autrefois avec lui et Lucien. Et dans ces moments-là, il se sentait vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un soir, alors que Henri dormait, Mireille et Julien restèrent assis devant la cheminée. « Tu devrais revenir vivre ici », dit-elle doucement. Julien la regarda, surpris. « Ici ? Oui. Le village a besoin de maçons. Tu pourrais t'installer, reprendre la maison de ta mère. » Elle hésita. « Henri a besoin d'une figure paternelle. Et moi, Elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Julien comprit ce qu'elle ne disait pas. Il comprit aussi ce que cela signifierait. Revenir, s'installer, construire une vie ici, dans ce village qu'il avait vu naître, dans cette maison qui portait encore l'odeur de sa mère, près de cette femme qui avait aimé son frère. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était une vie possible. « Je vais y réfléchir », promit-il. 6 mois plus tard, Julien démissionna de son travail dans le sud et revint à Montbrun-des-Bois. Il reprit la maison familiale, répara le toit avec les tuiles qu'il avait toujours voulu acheter, nettoya le jardin, planta des légumes. Et lentement, très lentement, il commença à construire une nouvelle vie. Lui et Mireille ne se marièrent jamais officiellement. Dans ces villages, on ne posait pas trop de questions. Ils vivaient ensemble, élevaient Henri ensemble, travaillaient ensemble. C'était suffisant. Les années passèrent. Henri grandit, devint apprenti forgeron, se maria, eut des enfants. Julien vieillit, ses cheveux blanchirent, ses mains devinrent encore plus calleuses. Mais il était heureux, d'un bonheur simple, fait de gestes quotidiens, de repas partagés, de soirs près du feu. Lucien ne revint jamais. Aucune nouvelle, aucune lettre, aucun signe. Mais Julien avait fait la paix avec ça. Son frère vivait quelque part, sous un autre nom, avec une autre vie. Ou peut-être qu'il était mort depuis longtemps. Ça n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était ce qu'il avait construit. Cette famille qu'il n'avait pas cherchée, mais qui s'était formée naturellement, comme l'eau trouve son chemin entre les pierres. En 1952, Mireille tomba malade. C'était un cancer, dirent les médecins. Rien à faire. Elle mourut 6 mois plus tard, entourée de Julien et de Henri, maintenant père de 3 enfants. Avant de partir, elle serra la main de Julien. « Merci », murmura-t-elle. « Pour tout. »« Non », répondit Julien, les larmes aux yeux. « Merci à toi. Tu m'as donné une raison de vivre. » Elle sourit. «
Tu crois qu'on va le retrouver là-haut, Lucien? Julien hocha la tête. Oui, et il sera fier de ce qu'on a fait. Elle ferma les yeux et partit paisiblement. Julien vécut encore 15 ans. Il vit ses petits-enfants adoptifs grandir. Il leur raconta des histoires, pas des mensonges, mais des vérités, sur le courage, sur l'amour, sur la famille qui n'est pas toujours celle qu'on est, mais celle qu'on choisit. Quand il mourut en 1967, à 94 ans, Henri trouva dans ses affaires une vieille boîte en métal. À l'intérieur, 2 lettres jaunies et une photographie. La photo montrait un homme d'une quarantaine d'années, debout devant une auberge, tenant une lettre. Le visage était grave, presque paralysé. C'était Julien en 1934, le jour où il avait reçu la lettre adressée à Lucien. Henri comprit alors toute l'histoire. Les mensonges racontés par amour, les choix impossibles, la famille construite sur des ruines. Il conserva précieusement cette photo, avec les lettres, dans un album familial. Et quand ses propres enfants grandirent, il leur raconta l'histoire de Julien Marceau, l'homme qui avait perdu un frère mais trouvé une famille. Aujourd'hui, cette photographie est toujours dans la famille, passée de génération en génération. Pas comme une relique, mais comme un rappel. Qu'on peut perdre des êtres chers et quand même continuer. Qu'on peut mentir par amour et dire la vérité par le silence. Qu'on peut construire une vie même sur les cendres d'une autre. La maison de Montbrun-des-Bois existe toujours. Le toit que Julien a réparé tient encore. Et chaque fois que les descendants de Henri passent devant, ils pensent à cet homme silencieux qui a choisi de rester quand tout le poussait à partir. Parce qu'au final, ce n'est pas le sang qui fait la famille. C'est l'amour. Et l'amour parfois commence par une lettre adressée au mauvais nom. Cette histoire nous rappelle que l'amour ne suit pas toujours le chemin de la vérité brute, mais parfois celui de la compassion. Il arrive que des silences, des détours, et même des mensonges portent plus de paix que des certitudes, surtout quand il s'agit de protéger ceux que l'on aime. Cette histoire fictive, dramatisada et inspirée de notre réalité, nous invite à réfléchir sur le poids des choix invisibles et sur les responsabilités que l'on accepte par amour. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Julien? Jusqu'où peut-on aller pour offrir la paix à quelqu'un qu'on aime? Les secrets familiaux doivent-ils toujours être révélés, ou certains méritent-ils d'être gardés pour préserver une dignité ou un espoir? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « héritage » dans les commentaires. C'est notre façon de savoir que vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille ou de vos ancêtres. Elle pourrait inspirer une prochaine histoire sur la chaîne. Merci sincèrement pour votre écoute et votre confiance. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les récits humains et cliquez sur la carte de fin pour découvrir la prochaine histoire.